Tout le monde avait toujours dit à Ferguson que la vie ressemblait à un livre, une histoire qui commence à la page 1 et qui se déroule jusqu'à la mort du héros, page 204 ou 926. Mais maintenant que l'avenir dont il avait rêvé changeait, sa notion du temps changeait elle aussi. Il comprit que le temps se déplaçait en avant et en arrière, et comme les histoires des livres ne pouvaient qu'aller de l'avant, la métaphore du livre ne marchait pas. Si la vie pouvait se comparer à quelque chose, elle ressemblerait plutôt à la structure d'un quotidien populaire, avec les événements importants comme une déclaration de guerre ou un meurtre dans la pègre à la une, et les nouvelles moins importantes dans les pages suivantes. Mais la dernière page porte elle aussi un gros titre, la meilleure histoire du jour, dans le monde trivial mais captivant du sport, et les articles sportifs étaient presque toujours lus à partir de la fin, en tournant les pages de gauche à droite au lieu de les tourner de droite à gauche, comme il est d'usage quand on lit les articles en partant des premières pages. On avance donc à reculons, comme si on se frayait un chemin, dans un texte en hébreu ou en japonais, remontant régulièrement vers le milieu du journal, et dès qu'on atteint le no man's land des pages de petites annonces qui ne valent pas la peine qu'on les lise, sauf si on cherche des leçons de trombone ou un vélo d'occasion, on saute donc ces pages pour se retrouver dans le domaine central des sorties cinéma, des critiques de théâtre, de la rubrique du cœur d'Anne Landers et des éditoriaux. Et à partir de là, tout peut commencer. Je viens de lire un court extrait qui est situé à l'intérieur du gros roman de Paul Auster intitulé 4, 3, 2, 1. Il est notre invité ce soir et comme chaque soir et pour lui mais aussi pour notre plaisir, nous allons écouter Juliette Gréco, Amour, poème de Paul Éluard. Amour, j'entends une foule crier amour, en perdre la voix. Amoureux, cela ne fait qu'un cri. Tous les vivants font un vivant. Amour, moi, je suis au-delà. Amour, je suis désenlacé. Amour, j'ai buté sur ton ombre. Amour, je t'avais trop prié, trop caressé, trop exposé. Amour, tu n'as laissé que cendre. Il n'y a plus de profondeur, ni de sommeil, il n'y a plus au fond des temps qu'un inconnu. Une nuit aux hommes par devoir. Amour, moi, je suis au-delà. Amour, je suis désenlacé. Amour, j'ai buté sur ton ombre. Amour, je t'avais trop prié, trop caressé, trop exposé. Amour, tu n'as laissé que cendre. Quand avez-vous compris la première fois, Paul Auster, que le souffle du vent sur votre visage vous faisait plaisir ? Ah, quelle question. Je ne sais pas exactement quand, mais quand je pense à ce phénomène du vent sur mon visage, j'ai l'impression que ça a commencé très tôt, avant la mémoire même, que je peux trouver maintenant. Quand avez-vous compris que vous étiez vivant ? Ah, très bonne question. Je crois que c'est parce que mes souvenirs ne datent pas avant
3 ans et demi. Alors, avant, je ne peux pas capturer les choses. Mais j'ai un très vif souvenir de un jour, je crois que c'était un dimanche matin, et j'avais 3 ans et demi à peu près. Parce que je me souviens que j'avais on dit tricyclette, c'est ça? Oui. Et mon père m'a donné un fruit. Je crois que c'était un plum. C'est quoi un plum? Pruneau? Une prune. Une prune. Il a dit, va dehors et amuse-toi avec cette prune. Et je me souviens que j'ai pris un morceau de la prune et je n'aimais pas le goût. Et j'ai jeté la prune dans la rue. Et tout d'un coup, j'avais un sentiment d'une immense culpabilité parce que mon père m'a dit de le manger et je ne voulais pas. Et je garde le souvenir de cette culpabilité aujourd'hui, c'est-à-dire 67 ans après. Et peut-être ça, c'est le premier moment où je me sentais vivant. Je ne sais pas, mais c'est possible. Je me souviens qu'il y a quelques années, vous aviez publié un livre bouleversant sur votre père, après la mort de votre père, et que vous y décriviez très précisément ces moments très étranges où, avec votre femme et avec votre fille, qui était toute petite, vous étiez oui. Vous étiez venu ranger la maison de votre père. Oui, parce qu'il était en train de vendre la maison juste avant sa mort. Alors, il fallait que je nettoyais tout pour les personnes qui allaient occuper la maison. Alors, il y avait les 2 tâches à faire. C'est enterrer ma père, mais aussi vendre la maison qui était déjà en cours. On a signé un contrat. Alors ça, c'était un boulot lugubre, il faut dire. Et je crois le pire moment, c'était quand il fallait que je fais quelque chose avec ces cravates. Alors mon père est né en 1912 et est parti de cette génération d'hommes qui portaient des cravates. Je crois qu'il avait toutes les cravates qu'il a jamais portées dans sa vie. Il y avait plus qu'une centaine. Et quand mon oncle m'a annoncé que mon père est mort une dimanche matin, j'étais si choqué, j'ai pas réagi, j'ai pas pleuré, je n'ai rien dit, et même à l'enterrement, je n'ai pas pleuré. Mais c'était quand je donnais ces cravates, sans cravate dans mes bras, il pleuvait, et je donnais ces cravates à la charité. Et le camion des Salvation Army était là. Et c'était quand je portais toutes ces cravates dans la pluie, c'est-à-dire quand je portais toute la vie de mon père dans mes bras, j'ai commencé à pleurer un peu. Et c'était le seul moment où ça m'est arrivé. Étrange comment les objets portent les émotions. Vous faites dans ce livre un portrait de votre père comme d'un homme qui ne croyait pas tellement en ses capacités, en ses talents, qui était plutôt dépressif, qui était un peu retiré du monde, qui n'aimait pas beaucoup les vanités mondaines, mais non plus être en société, comme on dit. Est-ce que c'est lui qui vous a donné confiance dans la vie ou est-ce que c'est plutôt votre mère? Je crois que c'était ma mère. Pour elle, j'étais un prince parfait qui allait conquérir le monde. Mais mon père n'était pas contre moi. Il était contre lui. Non, il ne s'aimait pas beaucoup. Mais aussi silencieux, mais pas agressif. Je crois il m'a pas compris. Mais c'est pas dire qu'il ne m'aimait pas. Mais il était confus par mon existence. Je crois que c'est ça plutôt. Il faut dire que mon père avait des grandes difficultés de l'amitié, l'intimité, avec les gens avec qui il était très proche, c'est-à-dire sa famille. Mais c'était un homme très généreux aux autres, aux étrangers. Et il a fait beaucoup d'actes très nobles envers les étrangers. Il a aidé beaucoup
personne. Et c'était la sorte d'homme qui... tu es en panne dans une autoroute à la campagne, c'est 3 heures du matin, on appelle mon père parce qu'il va aller sortir du lit pour sauver son ami, comme ça. Alors c'était un homme avec des instincts très bons et aussi avec des traumes, on dit ça, oui. Des traumatismes. Traumatisme, oui, à cause de son enfance qui était très, très, très difficile. Donc une enfance que vous décrivez admirablement bien dans ce texte, Paul Auster, une enfance avec des parents qui s'engueulaient tout le temps et une enfance matériellement aussi très compliquée pour simplement pouvoir subsister, car vos grands-parents étaient des immigrants. Oui, mais c'est pas rare aux États-Unis. C'était pas un cas exceptionnel. C'était que dans le cas de la famille de mon père, on parle, par exemple, maintenant, je veux dire, sur l'invention de la solitude, un livre que j'ai écrit dans les années 70 et au début des années 80. Alors, c'est un vieux livre maintenant. Mais comme je raconte dans le texte, mon père, c'était l'aîné des 5 enfants de la famille. Quand il avait 7 ans, sa mère a tué son père. Et comme ça, toute la vie de la famille a changé. Et je crois parce qu'il était le plus jeune, il a su faire le plus. Je crois. Aujourd'hui, Paul Auster, vous êtes plus âgé que l'âge auquel votre père est mort et a été enterré. Oui. Je me demande si vous auriez pu écrire ce roman très étrange, très très captivant, très étourdissant, si votre père était encore vivant. Ah, mais il aura 115 ans maintenant, oui, 105 ans. Alors, c'est peu probable qu'il peut être vivant. Mais non, je crois que ça ne m'empêcherait pas. C'est que mon père est mort quand j'avais 30 ans. Alors, il n'a pas lu un seul mot de prose que j'ai écrit, seulement des poèmes que j'écrivais dans la vingtaine. Et j'ai commencé à écrire les livres de prose après. Alors, il n'a pas vu mes romans et d'autres livres. Non, la chose étrange, c'est que j'ai commencé à écrire 4-3-2-1, 4-3-2-1, à l'âge de 66. C'était exactement son âge quand il est mort. Et c'était étrange de passer à travers ce rideau invisible et d'être plus âgé que ton père était dans son vivant. Et j'étais un peu hanté par ça au début, les premiers mois, comme je n'avais pas le droit de vivre plus long que lui. C'est tout à fait une sorte de mysticisme bizarre qui n'a rien de rationnel là-dedans. Alors, j'ai commencé ce livre et j'avais peur que... Je pensais que le livre allait me prendre 6 ou 7 ans d'écrire, parce que, comme vous savez, c'est très long. Et hanté par cette idée de la mort, la chose que je ne voulais pas se passer, c'est que je meure avant de terminer le livre. Alors, j'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé d'une manière un peu féroce. Et je suis toujours féroce, mais là, c'était même plus féroce que d'habitude. Et j'ai terminé le livre en 3 ans. Et avec peut-être 4, 5, 6 mois de révision de petites choses après. Mais essentiellement, le livre a été composé en 3 ans. Une sorte de record. J'ai passé 3 ans au livre beaucoup plus court que ça. Mais bon, c'est fini. Je suis heureux que j'ai vécu de voir la fin du livre. Dans une correspondance avec un de vos amis, Coetzee,
pour citer son nom, vous lui expliquez que vous avez des difficultés à rédiger et à terminer ce livre. Est-ce que ce livre a été douloureux dans sa composition et à la fois dans ce jeu de miroir et de labyrinthe qu'il invente? Quoi, ce nouveau livre? Non, c'était pas douloureux du tout. Non. Peut-être que je parlais d'un autre livre, mais non, ce livre-ci, non, c'était un acte de danse. J'étais dans une musique du livre qui s'imposait sur moi et c'était une danse et en même temps une transe. C'était quelque chose qui venait assez vite et les mots étaient toujours là pour moi. Et normalement, je fais des erreurs quand j'écris un roman. Je prends un mauvais chemin et puis il faut biffer tout ça et recommencer. Mais là, je crois qu'il y avait seulement un moment où j'ai fait un faux chemin et j'ai écrit 20 pages qui n'étaient pas dans la bonne direction. Alors, je les ai supprimés, j'ai recommencé le passage. Mais à part de ça, c'était écrit comme ça, très fluide. Nous allons écouter la voix de quelqu'un que vous aimez, je crois, beaucoup, qui s'appelle Borges. Il va s'exprimer à propos de sa nécessité d'écrire. C'est une archive INA. Je ne vois pas mes histoires comme fantastiques. Quand je les écris, je les vois comme nécessaires, comme inévitables. Je ne peux faire autrement que les écrire. Et les écrire d'une certaine façon. Mais pour les autres, tout cela est peut-être plus riche que pour moi. En général, on pense que je commence par les abstractions. Non, ce n'est pas vrai. En général, je commence par la forme elle-même, que j'entrevois comme de loin. Et si j'écris une nouvelle, par exemple, alors je vois toujours très clairement le commencement et la fin. Mais la zone entre le commencement et la fin, ça, il faut que je le découvre, que je l'invente, que je le fabrique. Mais je sais toujours mon point de départ et je sais quel sera le point d'arrivée, le but. Ça, je le sais toujours. Mais parfois, enfin, je me trompe entre le commencement et la fin de mon récit. Il faut que j'invente tout cela. Et parfois, je l'invente mal, ou je me trompe d'époque, ou je ne trouve pas le nom juste pour le caractère. Je commence en général comme ça, pour entrevoir quelque chose. Alors quand je l'entrevois, je sais, bien, il y a cette possibilité-là. Cette possibilité-là, au commencement, je ne sais pas si cela sera un poème ou un récit. Puis, après quelques temps de regarder, je découvre, non, ce n'est pas un poème, c'est un récit. Ce sera un récit en prose. Alors, quelle époque me convient-il? Alors, je médite un peu, puis tout à coup, je vois que tout cela doit se passer dans un Orient, enfin, plus ou moins lointain et imaginaire, ou que tout cela peut se passer dans les alentours de Buenos Aires, au commencement du XXe siècle, ou que tout cela convient mieux, disons, je sais pas, à notre pays, où les personnages doivent être juifs, que cela fait plus vraisemblable, ou non. Mais tout cela vient après. Je commence par entrevoir une forme, comme si l'on voyait une île, donc on ne voyait que les deux, par exemple, que l'Est et l'Ouest. Tout ce qu'il y a entre eux, tout ça, il faut le peupler. C'est un drôle de français, hein, mais je comprends ce qu'il dit. Et c'est plus ou moins la même chose pour moi, pour les romans. J'ai un sens du commencement et souvent, mais pas tout le temps, souvent de la fin. Mais parfois, la fin que je porte en moi, quand je commence le livre, change à cause du milieu qu'on trouve en écrivant, comme Borges lui dit. Pour ce livre-ci, j'allais aveuglement, et c'est pas un jeu de mots sur lui, aveuglement, j'ai commencé sans un plan, sans une carte ou un itinéraire, simplement des instincts, des notions qui circulaient en moi. Mais chaque jour, je trouvais les prochaines
phrases, les prochains paragraphes. Mais la fin, je ne savais pas. C'était, je crois, j'avais écrit peut-être 3/4 du livre avant que je connaissais comment terminer le livre. Et dès que j'ai trouvé cette idée, l'idée n'a pas changé. Oui, mais bien, au départ, pour ce gros livre qui fait 1200 pages, à l'intérieur duquel on se loge, à l'intérieur duquel on habite, exactement comme autrefois quand vous publiez vos trilogies romanesques, qui sont maintenant d'ailleurs disponibles en thésaurus. C'est-à-dire quand on va dans une librairie et qu'on achète un bouquin d'Auster, eh bien on part avec, je sais pas, des mois de lecture et on va habiter chez vous, dans votre imaginaire, Paul Auster. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Mais là, c'est ce qui se passe aussi. Vous recommencez à nous inviter dans votre imaginaire. Et dans le principe de ce dernier livre, il y a quand même l'idée que, eh bien, il peut arriver quelque chose, il vous arrive quelque chose, mais il peut vous arriver autre chose. Alors Oui. c'est quoi? Oui. C'est l'idée de la contingence au sens sartrien du terme, ou c'est l'idée du hasard? Non, c'est pas le hasard. C'est que, comme tout le monde sait très bien, on vit une vie seule et on suit un chemin seul, mais toujours, il y a la possibilité qu'on pourrait suivre un autre chemin. Et je ne parle pas seulement des choix qu'on fait, mais des circonstances dans lesquelles on se trouve. Par exemple, heureusement, je n'ai pas vécu pendant une guerre. Ma ville n'était jamais occupée par une armée hostile. Heureusement, je n'étais pas sous le bombardement qui a tué mes parents. Et toutes les choses qui peuvent changer une vie entièrement dès la jeunesse ou l'enfance de quelqu'un. Non, mais quand même, il y a des circonstances de famille, par exemple. Qui sont vos parents et quel est votre niveau économique? Ça compte beaucoup dans la vie. Si on est très très pauvre, il y a des difficultés à confronter et surmonter. Si on est très riche, il y a d'autres sortes de difficultés à surmonter. Mais chaque situation crée une possibilité et à côté de ces possibilités, il y a d'autres possibilités. Et c'est curieux de penser sur cette question. What if? Et je crois que quand on devient plus âgé, on réfléchit beaucoup sur le passé. Ça m'arrive maintenant de regarder ma vie de très loin maintenant, comme une histoire presque. Et je peux trouver dans mon esprit des moments essentiels où j'aurais pu aller à gauche ou à droite. Et j'ai choisi un ou l'autre. Par exemple, vous connaissez ma femme, Siri Hustvedt, un grand écrivain, et ma femme depuis 37 ans maintenant. Le soir où on s'est rencontrés, c'était, je crois, le seul soir possible que cet événement aurait pu se passer. On connaissait en commun à cette époque-là une personne dans l'univers en commun. Et j'étais invité à une lecture de la poésie. C'était une amie qui lisait, mais j'ai rentré d'un voyage, j'étais fatigué, je ne savais pas si je voulais aller, mais au dernier moment, j'ai décidé oui. Alors, Siri était à cette lecture. Elle était avec cette seule personne dans le monde qui on connaissait en commun. Et lui, il a fait les introductions et toute ma vie a changé à cause de ça. On est ensemble depuis cette nuit. C'était extraordinaire. Alors, si je ne suis pas allé à la lecture, ma vie aurait été différente. Comment? Je ne sais pas, mais
sûrement différente et notre fille Sophie n'aurait jamais être née. C'est curieux de penser aux choses comme ça. Alors, en dehors de la délicatesse et de la structure de ce livre et des enjeux littéraires, car il y a aussi des enjeux formels à l'intérieur de votre texte, même si on le lit comme un polar du début jusqu'à la fin, le court extrait que j'ai lu en début prouve bien qu'il y a des enjeux textuels, puisque j'ai lu une seule phrase. Donc, il y a des pages entières, sans ponctuation. Il y a comme un coup de poker dans l'histoire de la littérature contemporaine, je crois, dans la publication de ce texte. On y reviendra tout à l'heure. Mais une des questions qu'on se pose pendant la lecture de ce texte, et aussi après l'avoir terminé, c'est: choisit-on vraiment sa vie? Choisit-on vraiment sa vie? Est-ce qu'on peut choisir sa vie? Non, je ne crois pas. Il y a des moments où par exemple, on peut décider d'être médecin, par exemple, et on va à l'école pour étudier. Oui, dans ce sens-là, oui, on choisit. Mais parfois, des circonstances interviennent et on ne peut pas choisir. Et on doit faire une deuxième chose, ou une troisième chose, ou une quatrième chose. On parlait de mon père. Il voulait aller à l'université pour étudier le droit, mais il n'avait pas l'argent pour le faire, alors il a fait autre chose. Et bon, je crois pour la plupart de l'humanité, c'est comme ça. On n'a pas des grands choix dans la vie. Vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez France Inter, vous écoutez le choix musical de Paul Auster, c'est Tom Waits, Downtown Train. Outside another yellow moon has punched a hole in the nighttime, yes. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trains are full for those Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little worlds. Well, you wave your hand and they scatter like crows. They have nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was the one you chose to be your only one. Oh yeah, can't you hear me now? Can't you hear me now? Will I see you tonight? On a downtown train. Every night it's just the same. You leave me lonely now. I know your window and I know it's late. I know your stairs and your doorway. I walk down your street and past your gate. I stand by the light of the four-way. You watch a massive fall. Oh baby, they all have heart attacks. They stay at the carnival, but they'll never win you back. I'll see you tonight. On a downtown train. Every night is just the same. Oh baby, will I see you tonight? On a downtown train. Oh, I love my dreams, they fall like rain. Oh baby, on a downtown train. Will I see you tonight? On a downtown train. Well,
Nous n'oublions pas que vous êtes aussi cinéaste, Paul Auster, que vous avez réalisé plusieurs films, dont Brooklyn Boogie et Smoke. Smoke, où on entend cette chanson d'ailleurs de Tom Waits, que votre fille Sophie est chanteuse, indépendante. Elle travaille pour des labels indépendants en ce moment même à New York. Et que dans ce dernier livre, comme souvent dans vos autres livres, la musique tient une place prépondérante. Oui, et je crois que mes 4 garçons là, les 4 Ferguson, ils sont tous très sensibles à la musique. Et pour moi, c'est essentiel. La vie dépend sur la musique. Je ne peux pas imaginer vivre sans la musique. Je crois que c'est l'art la plus fondamentale pour être humain. C'est comme une sorte de liquide amniotique, la musique dans votre dernier livre. Ils peuvent pas vivre, ils peuvent pas marcher dans la rue sans écouter de la musique, ils peuvent pas s'aimer sans écouter de la musique. Ils peuvent rien faire sans écouter de la musique. Alors vous savez, Paul, dans cette émission, on demande à une personne extérieure de donner son avis. Sur l'invité. Oui. Bah oui, c'est une surprise. Okay. Alors là, on a demandé un de vos plus vieux amis en France, car dans ce livre 4-3-2-1, celui qui vient de sortir, on apprend aussi que très jeune, quand vous étiez un très jeune étudiant, vous êtes venu à Paris, vous avez séjourné à Paris, vous avez vécu à Paris, vous avez travaillé à Paris, et là, vous avez commencé à vous faire des amis. Et à l'époque, vous étiez poète, donc nous avons demandé un poète qui est aussi écrivain, qui est aussi galeriste, qui s'appelle Jean Frémont, de parler de vous. Écoutez ce qu'il dit. Mon cher Jean. Mon cher Paul, dans un livre d'entretien qui vient de paraître aux États-Unis, A Life in Words, entretien avec le professeur Ziegenfeld, dont il n'y a pas malheureusement encore de traduction française, tu t'insurges contre une erreur d'interprétation commise par nombre de tes commentateurs. L'erreur est la suivante. Selon eux, tes œuvres autobiographiques, L'invention de la solitude, ton premier livre, Chroniques d'hiver et Excursion dans la zone intérieure, les 2 plus récents, seraient en fait des fictions, des pseudo-romans, une sorte de jeu postmoderne. Tu as donc voulu rétablir la vérité et réaffirmer que tes œuvres dites autobiographiques sont clairement distinctes des fictions. Or, voici que paraît maintenant un nouveau roman, 4-3-2-1. C'est donc une œuvre de fiction. Et cette fois, aucun doute n'est permis, car ce n'est pas une histoire qui nous est racontée, c'est celle de l'adolescence d'Archie Ferguson dans les années 50 et 60 à New York. Ce sont 4 histoires, 4 variations possibles de la vie du même personnage. Il est donc bien évident qu'elles ne peuvent pas être vraies toutes les 4 en même temps. Il est fort probable, on le sent, que chacune des versions emprunte des éléments à la réalité et les combine avec l'imagination et l'invention. Mais le point commun, c'est bien ce personnage de Ferguson, un jeune homme qui s'efforce de devenir un écrivain. Lors d'un entretien avec un professeur en vue d'entrer à l'université, celui-ci demande à ton personnage, Ferguson, qui a soumis ses premières tentatives littéraires, pourquoi il donne à ses personnages des noms aussi étranges. Ferguson répond « Probablement parce que ces noms indiquent bien au lecteur qu'on est dans une fiction et pas dans le monde réel. J'aime bien, dit ton personnage, les histoires qui admettent qu'elles sont des histoires, sans prétendre être la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. » Et parmi les histoires que ton personnage invente dans ces années-là, il y a par exemple l'histoire d'un jeune homme qui écrit l'histoire d'un jeune homme, qui écrit l'histoire d'un jeune homme, qui écrit l'histoire d'un jeune homme. C'est-à-dire plus ou moins les 4 histoires que nous sommes précisément en train de lire. Cet apprenti écrivain de 17-18 ans, il se trouve qu'il est ton exact contemporain. Le New York de son adolescence, c'est le New York de la tienne. L'assassinat de Kennedy, la guerre du Vietnam, les émeutes raciales, les premiers émois amoureux dans le climat de cette époque. Et quand ton personnage, Archie Ferguson, arrive à Paris, je dois dire que je n'ai pas pu m'empêcher de trouver qu'il ressemblait furieusement au jeune Paul Auster que j'ai connu, moi, au début des années 70, quand je travaillais avec Jacques Dupin à la Galerie Mag, et que nous avons publié dans la collection Argile tes premiers poèmes, traduits par Philippe Denis et illustrés par Riopel. Alors, les romans ne disent pas toute la vérité, certes, ne disent pas rien que la vérité.
Ils ont même ce privilège d'être capables d'énoncer des vérités contradictoires. Mais finalement, ils disent bien des vérités. Car la vérité, c'est d'abord une forme. C'est l'honnêteté d'un projet. C'est sa poursuite sans faille, ici, sur plus de 1000 pages. C'est l'inlassable plaisir de raconter des histoires, de les entrelacer pour faire apparaître la vie. En te lisant, j'ai pensé au dessin de Giacometti. Les portraits de Giacometti n'ont pas un contour, mais 20, 30, entremêlés. Le crayon se cherche. C'est cette multiplicité des contours possibles qui fait que le dessin respire, qu'il a capté la vie. Eh bien, c'est ce qu'on peut dire de ton livre et du personnage que tu nous présentes. Voilà. Jean, il est très très intelligent, n'est-ce pas? Et je crois il a raison. Tout ce qu'il dit est vrai. Et quand je pense à ce livre et cette question d'autobiographie ou non, maintenant je peux vous dire, c'est une histoire ou des histoires qui viennent de ma vie, mais c'est pas un livre sur ma vie. Ça, c'est la distinction. Parce que mon chemin n'était pas le même des Ferguson, ni le premier, le deuxième, troisième ou quatrième. Mais il partage beaucoup de choses avec moi. L'amour pour la musique, pour commencer. L'intérêt dans l'écriture. L'intérêt jeune dans les sports. Etc., ah, etc. le sport, parlons-en, parce que c'est au moins un tiers du livre. Non. Si, les tournois de basketball, attention. Hein. Il y a quelques scènes sur le sport, mais oui, mais c'est quelque chose qui est important à ces jeunes garçons. Eh bien, les Ferguson partagent avec moi une chronologie et une géographie. Mais je ne pourrais pas écrire un roman sur les lieux que je connais pas. Je ne suis jamais allé à Moscou. Je ne pourrais pas écrire un roman à Moscou. C'est pas possible. Et même les recherches n'aident pas. Il faut avoir vécu les choses, avoir senti les odeurs, avoir senti la qualité de l'air qui entoure ton corps. Et on ne trouve pas ça dans les livres. Ah bon? Alors, pour moi, non. Alors ça veut dire c'est un grand aveu que vous nous faites là, Paul Auster, parce que un des Ferguson découvre que le seul amour qui lui plaise, qui érotise son corps et qui lui permet d'accéder au plaisir, c'est les garçons, c'est pas les filles. Donc vous avez vécu aussi des aventures homosexuelles, non. parce que vous les décrivez avec un érotisme vraiment exceptionnel. Oui, mais ça, c'était parmi les passages les plus faciles à écrire. Ah, même si parce moi... que vous l'avez vécu ou parce que vous l'avez pas vécu? Non, vous m'avez pas compris. J'ai dit, ce livre vient de ma vie, mais c'est pas un récit sur ma vie. Je comprends les désirs sexuels. C'est pas difficile pour moi de transposer un désir pour une femme à un désir pour un homme. Ça, c'est pas difficile du tout. Il y a d'autres choses dans ce livre qui étaient beaucoup plus difficiles à écrire, mais pas ça. Par exemple, toute cette question d'un des très jeunes frères, sa lutte contre Dieu. Ça, c'était dur, de entrer dans l'esprit d'un garçon de 8 ans et essayer de pénétrer sa manière de penser, pourquoi son père était tué dans un incendie. Et que, parce qu'il pensait avant que Dieu parlait à lui et qu'il pouvait écouter la voix de Dieu dans sa tête. Et ce Dieu a dit, si tu mène ta vie selon les règles, tout va bien pour toi. Alors, le très jeune Ferguson suivait les règles et son père est tué. Et puis, après, Dieu ne parle plus à lui. Alors, il ne sait pas si Dieu existe ou pas.
et il est dans une tourmente. Alors il fait tout ce qu'il peut qui est mal pour être puni par Dieu, et si Dieu le punit, ça veut dire que Dieu existe. Alors il rate tous ses cours à l'école. Il fait des choses méchantes et rien ne se passe. Alors il est dans une sorte de douleur extrême à cause de ça. Il renonce à Dieu. Et là, tous ces passages, c'était dur. Mais parler de la vie érotique, c'est moins difficile que être dans la tête d'un garçon comme ça. Il y a aussi toute la vie politique des États-Unis que vous décrivez effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Jean Frémont, depuis l'assassinat de John Kennedy jusqu'à pratiquement aujourd'hui. Oui. Donc c'est aussi un livre d'histoire avec un grand H. Oui. C'est aussi un livre philosophique, comme souvent vos autres livres, Paul Auster, qui pose aussi une autre question radicale. Choisit-on son destin? Oui. Oui, vous parlez de l'assassinat de Kennedy, qui m'a marqué beaucoup. J'avais 16 ans à l'époque. Alors, il fallait que j'ai vécu cet après-midi bizarre dans l'histoire américaine. Mais ce que j'ai fait, moi, après, avec 2 amis, tous les 3, on est allés à Washington. Et on a participé on a vu la procession de Kennedy, le cheval. C'était le jour de l'enterrement. C'était le jour où Ruby a tué Lee Harvey Oswald dans la prison à Dallas. Alors Ferguson, dans le livre, ne fait pas ça. Il va tout de suite chez sa petite amie à New York et ils font l'amour pour la première fois. Alors, ça, c'est une bonne différence entre la réalité de ma vie et l'histoire dans le livre. Mais je n'aurais pu écrire sur cet après-midi sans avoir vécu, je crois. Votre 4 Ferguson entretiennent un rapport avec l'écriture. Ce rapport est très différent selon les Ferguson que vous inventez. Il n'empêche qu'à la fin du livre, vous employez une expression assez incroyable pour définir ce rapport à l'écriture. Il y en a un qui est un poète, il y en a un qui est un journaliste, il y en a un qui se destine à être écrivain. Et l'un d'eux, des Ferguson, dit « Est-ce que je vais pouvoir quitter mon monastère de verre ?» en définissant l'écriture. C'est le journaliste qui dit... Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous êtes dans un monastère de verre, Paul Auster? Non, pas moi. Non. Je parlais là du journalisme. C'est qu'un journaliste doit décrire des choses qui se passent dans la réalité. Il est rapporteur des faits, mais il ne peut pas participer lui-même. C'est ça c'est la méditation sur cette profession. C'est que il doit regarder tout et raconter tout, mais il ne peut pas agir. Et c'est comme il dit, vivre dans un monastère de verre, parce que il ne peut pas sortir. Et finalement, il y a un moment, quand il est étudiant, il quitte le journal pour un moment, il quitte le monastère et ça lui fait du bien. Après, il devient journaliste professionnel après l'université. Mais je crois pour les journalistes, c'est une grande lutte. Il dit, on peut décrire la personne qui jette la brique dans la fenêtre qui commence la révolution. Mais le journaliste lui-même ne peut pas jeter la brique. C'est ça. Et vous allez continuer parce que votre livre ne se termine pas. Il se trouve que, voilà, il est terminé pour nous, hélas, lecteurs. Il se termine exactement le 19 décembre 1974, mais on attend la suite. Je crois pas. Non. Je crois que j'ai fini avec les Ferguson et
j'ai commencé une autre chose maintenant qui n'a rien à voir avec Qui ça. va être un très court texte. Non, j'écris quelque chose, c'est pas un roman, mais c'est un livre que j'ai bien commencé, j'ai peut-être 70 pages, quelque chose comme ça. J'écris sur un écrivain américain que j'aime beaucoup, qui est, je crois, inconnu en France, qui s'appelle Stephen Crane. C'est un auteur de fin du 19e siècle. Un génie qui est mort à 28 ans et qui a écrit, parmi d'autres, mais le plus célèbre, c'est The Red Badge of Courage. C'est le meilleur roman sur la guerre civile des États-Unis. Et il était poète, journaliste, il écrivait des récits formidables. Et bon, je travaille sur Crane maintenant parce qu'il faut que je purge ce livre de mon système, le grand roman. Mais j'ai des idées pour d'autres romans plus tard et j'espère que je vais maintenir la santé pour le faire. Eh bien, nous, grâce à vous, nous continuons à vivre avec vos Ferguson et nous n'avons aucune envie de purger les Ferguson que vous avez inventés dans ce livre admirablement traduit par Gérard Meudal et qui vient de paraître aux éditions Actes Sud. Dernière question, la poésie, c'est fini, Paul Auster? On peut pas dire ça, mais ça fait presque 40 ans que je n'ai pas écrit un poème. Ben alors, justement. Oui, peut-être un jour je ferai encore des poèmes. J'aimerais bien. Ben merci beaucoup, Paul Auster. Merci, Laure. Reconstruction will begin.